On a vu que la multiplicité peut être calculée de deux façons. La première façon, c'est à partir de la méthode directe ou la méthode de décompte. On a vu cette méthode-là au cours du cours précédent. Et puis la deuxième méthode, c'est la méthode indirecte, appelée aussi méthode géométrique ou vectorielle. Le principe est simple. On part d'une maille M0 simple, ça veut dire sa multiplicité est égale à 1, et cette maille-là, elle est construite sur les vecteurs de base A, B et C. A, B et C. Donc le volume V0 de cette maille simple, il est égal à A vectoriel B scalaire C en module. Et puis, on veut calculer la multiplicité d'une maille quelconque, c'est-à-dire dont la multiplicité est différente de 1. D'accord? Cette maille quelconque, qu'on va appeler M, elle est décrite par les vecteurs V1, V2 et V3, tels que V1, c'est une combinaison de A, B et C, les vecteurs de base. V2 aussi, c'est P2, Q2, R2, C. Et V3, c'est P3, A, Q3, B et R3, C. Donc le volume de cette maille M, par analogie à la maille simple, est V1 vectoriel V2 scalaire V. C'est V1 vectoriel V2 scalaire V, qui est égal au déterminant de V1, V2, V3. Et puisque ces vecteurs-là sont exprimés en fonction de A, et B et C, ça veut dire les vecteurs de base, donc c'est le déterminant V1, V2, V3 multiplié par le volume A vectoriel B scalaire C. D'accord? Donc le volume de cette maille quelconque, c'est le déterminant de V1, V2, V3 qu'on avait ici, multiplié par ça, le volume de la maille simple qui est égal à V0. Donc V sur V0, c'est le déterminant. Et ce déterminant-là, si on arrive à le calculer, d'accord, il va nous donner directement la multiplicité de la maille M. La multiplicité de la maille N. D'accord? Donc il suffit de calculer ce déterminant-là. Attention, le déterminant, je le prends toujours positif. Donc pour bien comprendre ça, je reviens sur les trois mailles qu'on a données sur le réseau périodique. Donc ce réseau, on a dit que il est décrit par deux vecteurs de base A et B. On avait une maille M0 qui est simple parce qu'elle est décrite sur A et B. On avait une maille M1, d'accord, décrite sur des vecteurs V1 et V2, donc qu'on va exprimer en fonction de A et B, et une maille M2. Donc, la maille M0, j'ai dit que c'était une maille simple de multiplicité 1. Pourquoi? Parce que elle est décrite par les vecteurs A et B. Cherchons maintenant les vecteurs sur lesquels est construite la maille M1. Donc, si vous regardez votre schéma de la maille M1, je peux poser V1 égale à A plus B et V2 égale à A. Sinon, vous pouvez mettre V1 est égal à A et V2 est égal à A plus B. De toute façon, ça va rien changer au niveau du calcul. D'accord? Donc, V1 est égal à A plus B et V2 est égal à A. Donc, par analogie, ce qu'on a fait pour le réseau tridimensionnel, la surface S1, c'est le module de
du vecteur V1 vectoriel V2, hein, qui est égal au déterminant des vecteurs V1 et V2 multiplié par, hein, le volume A, le volume de A vectoriel P. A vectoriel P, c'est le volume de S0. Donc S1 est égal au déterminant V1, V2 multiplié par S0. Et j'ai S1 sur S0, hein, S1 sur S0 est égal au déterminant qui est égal aussi à 1, qui est égal aussi à petit n, à la multiplicité. D'accord? Dans ce cas, donc, puisque la matrice est une matrice carrée, c'est-à-dire le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, donc je peux avoir V1, je peux l'écrire, les coordonnées de V1 en ligne ou en colonne, ça ne change rien du tout. Donc j'ai A plus B, ça veut dire 1A, 1B, et puis V2 est égal à 1, ça veut dire 1A, 0B, et le résultat est égal à 1. Hein, le résultat est égal à 1. Donc attention, je prends toujours le module, hein, le module positif. Je le prends toujours positif. Donc si n est égal à 1, donc le rapport S1 sur S0 est égal à 1. Ceci implique que la surface S1 est égale à la surface S0. Et puisque la surface S0 contient un seul nœud, un seul motif, donc S1 aussi, elle va contenir un seul motif ou un seul nœud. Donc les deux mailles, M0 et M1, elles ont la même surface. Hein, elles ont la même surface. Et dans ce cas aussi, puisque la multiplicité de la maille M1 est égale à 1, ce que vous voyez ici, je peux dire que M1 est aussi une maille simple. Hein, une maille simple ou primitive. C'est ce qu'on avait trouvé, hein, avant. Pour la maille M2 de surface 2, les vecteurs sur lesquels elle est construite sont V1 égale à 2A et V2 est égal à 2B. Donc la multiplicité, c'est la valeur directement du déterminant. Donc vous avez V1 est égal à 2A, donc 2 et 0B. V2 est égal à 2B, ça veut dire 0 pour A et 2 pour B. Donc la valeur du déterminant est égale à 4. Donc le rapport S2 sur S0, parce que n est égal à S2 sur S0, est égal à 4. Ça veut dire que S2 est égal à 4 fois la surface S0. S0 contient un seul nœud, c'est-à-dire un seul motif, donc S2, elle va contenir 4. Et dans ce cas, la maille M2 sera dite, hein, une maille multiple. Pourquoi? Parce que sa multiplicité est différente de 1. D'accord? Dans ce cas, c'est une maille quadruple. D'accord? Des sites octaédriques et des sites on va définir maintenant les sites cristallographiques qui sont appelés aussi sites interstitiels ou vide interstitiel. C'est-à-dire c'est le vide qui se trouve entre les atomes. N'oubliez pas qu'on a supposé que les atomes étaient des sphères rigides de rayon grand R. Donc si vous mettez des sphères les unes à côté des autres, vous allez avoir des vides entre ces sphères-là. D'accord? Et les vides les plus fréquents, hein, les vides les plus fréquents sont soit les sites tétraédriques, soit les les qui sont délimités par 4 atomes, dont 3 ils forment la base, et le quatrième il forme le sommet. Soit les sites octaédriques qui sont délimités par 6 atomes. 4 ils forment un plan médian et les deux autres, les deux sommets opposés.
concernant la compacité de la maille, cette compacité-là est définie de la façon suivante. C'est le taux de remplissage de la maille. C'est le taux de remplissage de la maille. Donc si la maille contient des atomes, le volume de ces atomes-là, le volume total de ces atomes-là, divisé par le volume de la maille, nous donne directement le taux de remplissage de la maille. N'oubliez pas que l'atome, il est supposé sphérique, donc il a un volume de 4 tiers pi r au cube. Donc si la maille contient n atomes, donc c'est n atomes là multiplié par 4 tiers pi r au cube, ça c'est le volume total des atomes qui sont contenus dans la maille. Divisé par le volume de la maille, ça va nous donner, la compacité ou l'indice de remplissage ou le taux d'occupation. Attention, vous avez ces appellations, toutes ces appellations qui sont identiques là. Soit la compacité, soit le taux d'occupation, soit l'indice de remplissage. Donc n'oubliez pas que la maille, le volume de la maille, c'est A vectoriel B scalaire C. D'accord? Scalaire C. La masse volumique et la densité. Donc pour les solides, la masse volumique et la densité, c'est la même chose. Elles se calculent de la même façon. De la même façon. La seule différence, c'est que la masse volumique, elle est donnée avec une unité et la densité, elle est donnée sans unité. D'accord? Donc, la masse volumique, c'est ou la densité, c'est la masse de tous les motifs qui sont dans la maille divisé par le volume de la maille, c'est-à-dire petit m sur V, le V de la maille. D'accord? Petit m, c'est la masse de tous les motifs qui sont présents dans la maille. Donc cette masse-là, petit m, c'est le nombre de motifs multiplié par la masse du motif. D'accord? C'est le nombre du motif multiplié par la masse de motif. Donc n'oubliez pas que grand M, la masse molaire, elle correspond, c'est la masse d'une mole, et la mole contient n Avogadro particules. D'accord? Donc, je remplace la masse du motif, donc j'aurai petit n, la masse de la maille, c'est petit n, multiplié par la masse molaire sur grand N. N'oubliez pas que petit m, la masse molaire correspond au nombre d'Avogadro particules, d'accord? Et petit m correspond à quoi? Au nombre de particules, le nombre que contient la maille. Et vous tirez ça. Donc la masse de la maille, c'est petit n fois la masse molaire divisé par grand N. Et puis il suffit de diviser tout ça par le volume de la maille pour tomber sur la masse volumique qui est donnée en grammes par centimètre cube. Le même calcul peut se faire pour la densité, mais sans unité. Le même calcul peut se faire. Donc je l'ai mis ici comme remarque. D'accord? La masse volumique, c'est en grammes par centimètre cube et la densité, elle est sans unité. Il faut définir maintenant la rangée réticulaire. La rangée réticulaire, c'est une droite. Mais cette droite-là doit passer par des nœuds, par des motifs. D'accord? Donc, forcément,
elle va passer par une infinité de motifs. Pourquoi? Parce que le réseau, il est infini. Mais on va dire, on va se limiter à 2. Donc, une rangée réticulaire désigne une droite qui passe par au moins 2 nœuds. Pourquoi on a dit 2 nœuds? On va expliquer pourquoi. Attention, elle ne passe pas par 2 nœuds, mais elle peut passer par une infinité de nœuds. L'essentiel, je n'ai besoin que de 2 nœuds, et vous allez savoir pourquoi. Donc, la rangée réticulaire, elle est toujours notée entre crochets là, et elle s'appellera UVW. D'accord? Donc, si vous prenez cette rangée-là et vous mettez 2 nœuds consécutifs qui se suivent, 2 nœuds qui se suivent, d'accord? On prend un nœud comme origine et le deuxième nœud, on va l'appeler P. On va l'appeler P. D'accord? C'est le nœud le plus proche de l'origine. D'accord? Donc, tracer la droite revient à tracer le vecteur OP. Ce vecteur OP, il sera exprimé en fonction des vecteurs de base A, B et C. Ça veut dire qu'il sera écrit comme suit. UA plus VB plus WC. U, V et W sont les coordonnées du nœud P le plus proche de l'origine. Attention, j'ai pris 2 nœuds, un comme origine, et le nœud P, c'est le nœud le plus proche de l'origine. D'accord? Donc, finalement, U, V et W sont les coordonnées de ce nœud-là par rapport à l'origine O. Donc, le vecteur OP égale à UA plus VB plus WC. D'accord? Et tracer la rangée réticulaire revient à tracer le vecteur OP. Et la rangée va porter les mêmes coordonnées que le nœud P, mais entre crochets. Les mêmes coordonnées que le nœud P, mais entre crochets. U, V et W. N'oubliez pas que U, V et W sont des entiers relatifs premiers entre eux. Ça veut dire que le nœud O et le nœud P sont les plus voisins possibles, les plus proches possibles. D'accord? Donc, je récapitule. Une rangée réticulaire, c'est une droite qui passe par au moins 2 nœuds. Mais réellement, elle peut passer par une infinité, vu que le réseau il est infini. Donc, au moins 2 nœuds. Le premier nœud, je le prends comme origine O, et le deuxième nœud, je vais le noter P, par exemple. De telle sorte que le nœud P soit le plus proche possible de O. Le plus proche, ça veut dire entre l'origine et ce nœud P là, il n'y a rien, il n'y a pas de nœud à l'intérieur. Donc, ce nœud P, il aura pour coordonnées U, V, W. D'accord? Et puis, si on vous demande de tracer la rangée, cela revient à tracer le vecteur OP, qui sera égal à exprimer par les vecteurs de base, c'est-à-dire UA plus VB plus WC. N'oubliez pas que U, V et W sont des entiers relatifs, soit positifs, soit négatifs, mais premiers en. Sur ce schéma-là, je vous donne 2 rangées réticulaires et on va essayer de les indexer, de les appeler là. Une rangée D0 qui passe par l'origine et une rangée D1 ne passant pas par l'origine. D'accord? Je commence par la rangée D0 qui passe par l'origine. Quand je regarde cette rangée-là, donc je sais que le trièdre du réseau tridimensionnel, c'est petit a, petit p et petit c. D'accord? C'est ça le petit parallépipède dont on a parlé pour un réseau tridimensionnel. D'accord? Donc, la droite des zéros, elle passe par l'origine, il passe par le nœud P de coordonnées
1, 2, 3. D'accord? Regardez. Donc ça, c'est A. Ce nœud-là, il est décrit par A. B de B. Et là, quand je monte, c'est 3C. Donc c'est 1A, 2B et 3C. Donc, le premier nœud rencontré par D0, c'est le nœud P et il apporte coordonnées 1, 2 et 3. Donc la rangée de D0, elle va s'appeler 1, 2, 3 entre crochets. D'accord? Donc il existe toute une famille de droites parallèles à D0. Donc je peux lui faire associer toute une famille de droites parallèles, hein, toute une famille de droites parallèles. Il suffit de jouer sur l'origine, sur le choix de l'origine. Quand on change d'origine, il faut toujours faire attention au référentiel, au trièdre A, B, C. Il faut qu'il reste direct. Si vous faites attention à ça, vous aurez des droites qui sont parallèles, hein, des droites qui sont parallèles à D0. Regardez ici, parce que je n'ai pas beaucoup d'espace, si je prends l'origine ici, donc j'aurai A ici, c'est comme le A ici, donc l'origine elle est là, j'aurai A ici, vous aurez B, 2B, et puis vous montez 3C. Et vous allez tracer une droite comme ça. C'est une droite qui sera parallèle. De même, là, vous pouvez dessiner notre mât ici, et vous pouvez prendre une origine ici, là, 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 ainsi de suite, soit à droite, soit à gauche, et vous aurez une infinité de droites qui sont parallèles, Cet ensemble de droites va former ce qu'on appelle une famille de droites. Cette famille-là, elle va s'appeler 1, 2, 3. Toutes ces rangées-là qui appartiennent à cette famille-là, ils vont s'appeler 1, 2, 3. D'accord? Et la famille elle-même, elle va s'appeler 1, 2, 3. Donc, c'est une famille de droites parallèles. Hein, parallèles. Pourquoi? Parce que il faut tout simplement jouer sur l'origine. Pourquoi? Parce qu'on a dit précédemment que le choix de l'origine était arbitraire. Donc vous pouvez prendre votre origine là où vous voulez et vous gardez le trièdre direct. Regardez ici en bleu. Si je prends l'origine ici, donc vous avez le A de ce côté-là, comme ici. Le B de ce côté-là, comme ici. Et le C de ce côté-là, comme ici. Donc il faut toujours le garder direct. Et essayer de construire une rangée 1, 2, 3, vous allez trouver une droite qui est parallèle à la droite D0. Donc, cette famille-là qui est formée par une infinité de droites va passer par tous les nœuds du réseau et permet de constituer ou de décrire ou de générer en entier le réseau. D'accord? Comme l'exemple qu'on a donné avec la maille. On a dit que la maille était la plus petite unité